Chapitre 37. Ulysse aux enfers. À la suite de la guerre de Troie, les enfers avaient reçu des arrivages si massifs que les 3 juges, Minos, Éaque et Rhadamante, étaient complètement débordés. Les rôles du tribunal étaient si engorgés que les nouveaux arrivants voyaient parfois s'écouler plusieurs mois avant que leur dossier ne fût instruit. En attendant d'être jugés et orientés soit vers les Champs-Élysées, soit vers le Tartare, ils étaient parqués après avoir traversé le Styx dans une sorte de camp de réfugiés où leurs conditions d'existence étaient déplorables. C'est là que, parmi des ombres innombrables, errait l'âme de Tirésias, le fameux devin aveugle de Thèbes, récemment décédé. Grâce aux indications de Circé, Ulysse avait trouvé assez facilement l'entrée des enfers. Grâce au laissez-passer qu'elle avait établi à son nom, il avait pu obtenir une place dans la barque de Charon pour traverser le Styx, sans avoir à s'inscrire sur les listes d'attente. Mais lorsqu'il eut débarqué sur l'autre rive, il eut un sentiment de découragement. Comment allait-il bien pouvoir trouver Tirésias au milieu de cette cohue ? Comme il se le demandait, il s'entendit interpeller. « Mais c'est Ulysse !» s'écria une voix joyeuse. « Que viens-tu faire ici ?» En se retournant, Ulysse reconnaît Elpénor, le soldat ivrogne, dont l'âme avait franchi, plus rapidement que le navire d'Ulysse, la distance entre l'île de Circé et les enfers. Ulysse expose à Elpénor le but de sa visite et l'embarras où il se trouve. « Ne t'inquiète pas, » lui dit Elpénor, qui n'a pas oublié la conduite amicale d'Ulysse à son égard. « Je sais où trouver Tirésias, et je vais te l'amener. » « À quoi tiennent les choses ?» songe Ulysse. 2 fois j'aurais été sauvé par Elpénor, que j'avais toujours considéré comme une locumène. Quelques instants plus tard, Elpénor est de retour, accompagné du devin aveugle. Ulysse se présente à Tirésias, lui fait boire un peu de sang noir qu'il a apporté avec lui, et l'interroge enfin sur son avenir. Retournerai-je un jour chez moi ? Reverrai-je mes parents, mon épouse et mon fils ? Devrais-je affronter encore beaucoup d'épreuves ? Je ne puis répondre à toutes tes questions, lui répond Tirésias, car les devins eux-mêmes ne savent pas tout. J'ignore si tu reviendras un jour chez toi, et si tu reverras ton père, ton épouse et ton fils. Je peux te dire cependant que tu reverras ta mère plus tôt que tu ne penses, et que des épreuves nombreuses te sont encore réservées par le destin. Peux-tu me dire aussi, reprend Ulysse, ce que je dois faire pour les surmonter ? Tirésias consent à lui donner quelques conseils. Si, au cours de ton voyage, tu débarques dans l'île du Soleil, qui appartient à Apollon, prends bien garde de ne pas porter la main sur ses troupeaux de bœufs, auxquels il tient beaucoup. En le faisant, tu perdrais sa protection, dont tu as bien besoin. Car un autre dieu puissant, Neptune, te poursuit d'une haine implacable. Il dressera de multiples obstacles sur ta route. Tu seras exposé aux séductions mortelles du chant des sirènes. Il te faudra passer par un étroit chenal entre les rocs également redoutables de Charybde et de Scylla, et tu devras, plus d'une fois, affronter d'effroyables tempêtes. Si tu m'en crois, essaie de te retirer dans un pays si éloigné de la mer que Neptune ne puisse t'y atteindre. Comment pourrais-je m'assurer que je suis hors de sa portée ? Demande Ulysse. Prends un aviron sur ton épaule, répond Tirésias, et marche vers l'intérieur des terres. Lorsqu'un paysan, te voyant passer, te demandera si l'instrument que tu portes est un nouveau modèle de battoir à grains, tu pourras être sûr que tu es chez un peuple qui n'a jamais vu la mer et qui mange sa nourriture sans sel. J'y réfléchirai, répond Ulysse poliment, mais il sait bien au fond de lui-même
que jamais il ne vivra dans un pays pareil. Pendant qu'Ulysse conversait avec Tirésias, la rumeur de son arrivée aux enfers s'était répandue parmi les ombres. Nombreuses, elles accourent alors que Tirésias s'éloigne. La première à se présenter confirme, par sa seule présence, l'une des prédictions que vient de formuler le devin. C'est l'âme d'Anticlée, la mère d'Ulysse. Il s'étonne et s'afflige en la voyant. Il s'enquiert des circonstances de son décès. « Je suis morte de vieillesse, et surtout du chagrin que me causait ton absence, » lui répond sa mère. Elle lui donne ensuite des nouvelles de sa famille. Ton père, Laërte, est bien fatigué. Il s'est retiré dans sa petite maison de campagne et s'occupe de son jardin. Il n'apparaît plus jamais au palais. Ton épouse, Pénélope, t'attend toujours. Malgré l'absence de nouvelles, elle ne veut pas croire à ta mort. Mais de nombreux prétendants lui font la cour et la pressent de se remarier. Quant à ton fils Télémaque, il est encore bien trop jeune pour pouvoir imposer son autorité. Ulysse veut embrasser sa mère, mais les ombres n'ont plus de substance, et ses bras n'étreignent que le vide. Anticlée s'éloigne et disparaît dans la foule. L'ombre d'Achille apparaît alors à Ulysse. Il est aussi beau que de son vivant, mais son expression est triste. Il se plaint à Ulysse d'être mort trop jeune et de mener désormais, au royaume des ombres, une existence sans but et sans gloire. Ulysse cherche à le consoler. Tu as été le plus glorieux des guerriers grecs, à Troie, et maintenant encore, aux enfers, tu restes le plus illustre. Mort, tu connais maintenant la paix, alors que moi, vivant, je suis accablé d'épreuves et de souffrances. À quoi me sert désormais ma gloire ? Répond Achille avec amertume. Il vaut mieux être un vivant obscur qu'un mort célèbre. Ne te plains pas de tes souffrances, Ulysse. Si malheureux que tu sois, n'enlivre pas moins ton âme au plaisir simple que chaque jour apporte, et réjouis-toi d'être vivant. Achille demande alors à Ulysse des nouvelles de son fils Pyrrhus. Ton fils est venu, après ta mort, nous rejoindre à Troie. Ici est qu'emporté en héros et a joué un rôle décisif dans notre victoire. Emporté par son désir de consoler Achille, Ulysse ne craint pas de forcer un peu la note. Pyrrhus n'est pas seulement, depuis ta mort, le plus beau, le plus vaillant et le plus fort des rois grecs, il est aussi l'un des plus sages. Dans nos conseils, ses avis étaient écoutés avec autant d'attention que ceux de Nestor et de moi-même. Il a quitté Troie en même temps que moi et doit être maintenant de retour dans son pays. Achille s'éloigne, le cœur content. À quelques pas de lui, Ulysse aperçoit l'ombre d'Ajax, qui semble hésiter à s'approcher. Ulysse l'appelle, l'invite à la réconciliation. De ton vivant, lui dit-il, nous avons été rivaux, nous nous sommes affrontés durement, mais j'ai toujours eu de l'estime pour toi. Je regrette les conflits qui nous ont opposés. Oublie ta rancune, faisons la paix. Mais Ajax n'a pas pardonné à Ulysse de s'être fait attribuer les armes d'Achille. Il lui jette un regard sombre et s'éloigne sans lui répondre. Agamemnon apparaît alors aux yeux d'Ulysse. « Quoi ? S'écrie-t-il. Toi aussi tu as quitté le monde des vivants ? As-tu péri dans quelque glorieux combat contre des géants, ou victime d'une tempête déchaînée par Neptune ? Hélas, lui répond Agamemnon, je suis mort sans gloire, assassiné lâchement par une femme infidèle. Il raconte à Ulysse les circonstances de son retour et de sa mort. Si tu reviens un jour à Ithaque, lui dit-il en guise de conclusion, je te conseille d'être prudent. Débarque incognito sur ton île et informe-toi soigneusement de la situation avant de te faire connaître. Car crois-moi, il faut se méfier des femmes. Mon expérience le prouve. Elle prouve surtout, observe Ulysse,
qu'il faut se méfier des peignoirs sans manches. Mais voici que par dizaines, les âmes des défunts accourent vers Ulysse, se pressent autour de lui, l'accablent de questions et de plaintes. Débordé, saisi de panique, Ulysse prend la fuite, saute dans la barque de Charon, traverse le Styx et remonte vers la lumière du jour. Achille a raison, se dit-il. Les soucis des vivants valent mieux que les regrets des morts. Chapitre 38. Ulysse reste seul. Revenu à bord de son navire, Ulysse harangue ses compagnons. Il leur annonce de dures épreuves, mais leur rappelle qu'ils en ont déjà surmonté bien d'autres, et leur demande de lui faire confiance pour les ramener chez eux. Grâce à la carte marine que lui a remise Circé, et grâce surtout à l'expérience de navigation qu'il a maintenant acquise, Ulysse sait à peu près où il se trouve et quelle direction il doit prendre. Il sait aussi que, dans quelques jours, il passera à proximité de l'île des Sirènes. Il se souvient de ce que Nestor lui a raconté sur la manière dont Orphée a jadis échappé aux sirènes. Mais il n'est évidemment pas question pour lui d'employer le même moyen. Il lui faut en trouver un autre. Dès qu'il entre dans la zone dangereuse, il réunit ses compagnons, les met au courant du danger qui les menace. Pour leur éviter de succomber aux accents séducteurs des sirènes, il bouche leurs oreilles à l'aide de petites boules de cire qu'il a préalablement amollies entre ses doigts. Procédé qui, s'il avait eu l'idée de le breveter à l'époque, lui aurait rapporté depuis une fortune. Lui-même, il aime trop la musique pour renoncer au plaisir d'entendre les trois divas. Il s'abstient donc de se boucher les oreilles, mais pour être sûr de ne pas faire de bêtises, il se fait ligoter solidement par ses compagnons au mât de son navire. Il a confié le commandement de l'équipage à son second, le fidèle Euryloque. Comme le vent est tombé, c'est à la rame que le navire pénètre dans les eaux territoriales des sirènes. Bientôt, leur chant parvient aux oreilles d'Ulysse. Il est d'une telle beauté qu'Ulysse, oubliant toutes ses résolutions, brûle de s'approcher d'elle. Il crie aux rameurs de changer de direction, les supplie de le détacher, emploie tour à tour la menace et les promesses. Heureusement, ces hommes n'entendent pas plus sa voix que celle des sirènes. Voyant ses lèvres bouger, il s'imagine qu'il les exhorte à ramer plus fort, et il se penche avec ardeur sur leurs avirons. Seul Euryloque devine ce que crie Ulysse, mais conformément aux instructions que celui-ci lui a données, il se contente de resserrer un peu plus les cordes qui attachent Ulysse au mât. L'obstacle suivant, que devait franchir Ulysse, était constitué par les deux rocs redoutables de Charybde et de Scylla. Par les descriptions que lui en avaient faites Circé et Tirésias, Ulysse en connaissait les principales caractéristiques. Ces deux rochers étaient situés tout près l'un de l'autre, à une portée de flèche tout au plus. Il n'était possible de les contourner ni par la droite ni par la gauche, en raison des récifs sous-marins qui les prolongeaient de chaque côté sur une longue distance. Il fallait donc absolument passer entre les deux. Mais ce n'était pas facile, car chacun des deux rocs recelait un danger mortel. Charybde était un petit îlot d'apparence inoffensif, bordé de falaises escarpées. Au pied de ces falaises et au niveau de la mer s'ouvrait une anfractuosité profonde. Plusieurs fois par jour, à des intervalles de temps irréguliers et sans préavis, une brusque dépression se creusait dans cette anfractuosité et les flots s'y engouffraient en entraînant avec eux, dans un irrésistible tourbillon, tous les objets ou embarcations flottant à leur surface dans un rayon d'une centaine de mètres. Une demi-heure plus tard, ponctuellement, le gouffre recrachait avec la même violence tout ce qui y avait été aspiré. Dans l'intervalle, si par malheur quelques marins avaient été engloutis,
il avait eu largement le temps de se noyer. Le rocher de Scylla présentait lui aussi, sur la paroi qui faisait face à Charybde, une profonde anfractuosité, mais celle-ci était à mi-hauteur. Dans cette grotte vivait une ci-devant nymphe, métamorphosée jadis en monstre, pour avoir repoussé les avances d'une divinité de sens supérieur. C'est elle qui avait donné son nom au rocher. Elle avait la forme d'une gigantesque pieuvre, dont chacun des 6 tentacules se terminait par une tête de chien à 3 rangées de dents. Par un curieux contraste, les aboiements de cette meute monstrueuse n'étaient pas plus puissants que ceux d'un chiot nouveau-né. Chaque fois qu'un oiseau, un dauphin ou des marins passaient à leur portée, les têtes de Scylla jaillissaient brusquement de la grotte et happaient leurs victimes. En arrivant en vue des 2 îlots, Ulysse balança longuement sur la conduite à tenir. 3 solutions s'offraient à lui. La première consistait à passer à mi-chemin des 2 rochers. Quelques instants de réflexion suffirent à convaincre Ulysse que c'était la plus mauvaise. En choisissant cette route, Ulysse se trouverait à la fois dans le rayon d'action de Charybde et de Scylla, et courait les 2 risques simultanément. La deuxième solution consistait à se mettre hors de portée de Scylla en frôlant Charybde. S'il avait la chance de passer entre 2 aspirations, il ne subirait alors aucun dommage. Mais, si au contraire une aspiration se produisait au moment de son passage, le navire et ses occupants seraient engloutis. C'était donc tout ou rien. La troisième solution, enfin, consistait à échapper au danger de Charybde en passant tout près de Scylla. Dans ce cas, il était certain que 6 rameurs seraient enlevés par les têtes de Scylla, mais à condition de passer assez vite, les autres s'en sortiraient. Ulysse choisit la troisième solution, préférant la certitude d'une perte limitée à la possibilité d'une perte totale. Sans le savoir, il s'était posé et avait résolu d'une manière élégante un problème aujourd'hui classique de la théorie des jeux. Il avait choisi la stratégie dite du minimax, qui consiste à minimiser le risque maximum encouru. De crainte que ses marins ne refusassent de tenter le passage, il ne leur parla pas de la présence du monstre dans le rocher de Scylla. Au moment où le navire passait devant la grotte, 6 têtes terrifiantes en jaillirent et 6 marins furent emportés dans les airs, en remuant leurs jambes comme des pantins désarticulés. Mais, lorsque le monstre voulut tenter une deuxième sortie, Ulysse et ses 38 soldats survivants étaient déjà hors de sa portée. Tirésias avait mis Ulysse en garde contre un 3e danger, celui de déplaire à Apollon en s'attaquant au troupeau de bœufs que celui-ci élevait dans l'île du Soleil. Pour ne prendre aucun risque, Ulysse avait décidé de ne pas faire escale dans cette île. Mais, lorsque, après avoir ramé sans répit pendant plusieurs jours, les marins d'Ulysse aperçurent, à proximité l'île du Soleil, ils supplièrent Ulysse d'y débarquer, ne fût-ce que quelques heures pour se reposer et reconstituer leurs réserves d'eau. « Tu as un corps et une âme d'acier, lui dirent-ils, tu parais insensible à la fatigue. Mais nous autres, qui sommes des hommes ordinaires, nous avons besoin d'un peu de repos. » Ulysse se laisse fléchir, mais à la condition expresse qu'ils ne passeront qu'une seule nuit sur l'île, qu'ils n'y prendront que de l'eau, et que surtout, sous aucun prétexte, ils ne porteront la main sur l'un des bœufs d'Apollon. Ses compagnons s'y engagent par serment. Ils abordent l'île et hissent le navire sur la plage. Pendant la nuit, une violente tempête se lève. Le lendemain matin, elle fait encore rage, rendant l'appareillage impossible. Jour après jour, elle se prolonge, obligeant Ulysse à demeurer sur l'île bien plus longtemps qu'il n'avait prévu. Au début, ses marins restent calmes. Avec les provisions que leur a données Circé, ils ont encore de quoi manger. Mais après 3 semaines de tempête, les provisions sont épuisées
et les hommes commencent à avoir faim. Pendant quelques jours, ils se nourrissent misérablement de racines, de coquillages, d'oiseaux et de lapins. Ils jettent des regards d'envie sur les superbes bœufs gras et lustrés qui paissent sans surveillance. Une nuit enfin, Euryloque, le lieutenant d'Ulysse, profite de ce que celui-ci est endormi pour réunir ses compagnons. De tous les supplices, leur dit-il, le plus cruel est celui de Tantale. De toutes les manières de mourir, la pire est de mourir de faim. Pour éviter une telle mort, il nous suffit d'abattre un ou deux de ces bœufs, magnifiques. Apollon ne s'en apercevra peut-être pas. S'il s'en aperçoit, nous pourrons toujours apaiser sa colère par des sacrifices appropriés. Et même si nous n'apaisons pas sa colère, eh bien pour ma part, je préfère mourir vite, le ventre plein, que lentement le ventre vide. Ses compagnons l'approuvent. Ils abattent un bœuf, puis un second, et pendant qu'ils y sont, ils en abattent 4 autres. Lorsqu'Ulysse se réveille le lendemain matin, les 6 bêtes, proprement coupées, sont en train de cuire sur des broches. Ulysse perçoit aussitôt l'étendue du désastre. Il s'apprête à fulminer contre ses compagnons, et surtout contre Euryloque. Mais à quoi bon, puisque le mal est fait? Silencieusement, il prend part au festin. Au même moment sur l'Olympe, Apollon et Neptune obtenaient de Jupiter carte blanche pour châtier Ulysse et ses compagnons. La tempête s'étant apaisée, le navire reprend la mer. Mais le répit n'est que de courte durée. Un orage éclate, suivi d'un cyclone. Des lames gigantesques s'abattent sur le navire. Affolés, les compagnons d'Ulysse perdent la tête et n'obéissent même plus à ses ordres. C'est en vain qu'il les exhorte au calme. « Ce n'est pas, leur crie-t-il, en fuyant de la proue à la poupe que le marin se sauve du péril quand son navire est harcelé par les flots. » Personne ne l'écoute. Une vague plus haute que les autres vient frapper le navire de plein fouet. Le désintègre et balaie ses occupants. Tous se noient, sauf Ulysse, qui est parvenu à s'accrocher au mât. Un courant irrésistible le ramène à toute vitesse vers Charybde et Scylla. Ses possibilités de manœuvre sont presque nulles. Tout au plus peut-il infléchir sa course vers l'un ou l'autre des 2 îlots. Cette fois-ci, songe-t-il, passer à portée des 6 têtes de Scylla ne lui laisserait aucun espoir, puisqu'il est seul. En revanche, avec un peu de chance, il peut espérer passer à côté de Charybde sans être englouti. Il choisit donc Charybde, mais la chance n'est décidément pas avec lui. Au moment où il longe la falaise, un tourbillon se forme sous lui et l'aspire irrésistiblement vers les profondeurs du gouffre. Est-ce la fin de ses aventures? Pas encore. Indomptable, résolu à retarder le plus longtemps possible le moment où il devra rejoindre pour toujours ses compagnons au royaume des morts, Ulysse prend appui sur son mât et d'une détente désespérée parvient à atteindre et à agripper la branche d'un figuier sauvage qui poussait en surplomb dans une anfractuosité de la falaise. Suspendu par les mains au-dessus du vide, il voit disparaître son mât dans le gouffre écumant. Il n'a pas assez de force pour faire un rétablissement et se hisser sur le tronc, mais il en a suffisamment pour ne pas lâcher la branche. Il résiste ainsi une demi-heure à la fatigue et aux crampes, jusqu'à ce que Charybde vomisse les flots qu'il avait engloutis, et avec eux le mât du navire. Ulysse lâche alors prise, tombe à l'eau, remonte à califourchon sur le mât et se laisse emporter par le courant vers une destination inconnue.